le métier des médecins va changer, comme il a déjà changé par le passé. C'est une évolution continue et aujourd'hui, l'une des révolutions principales, je le crois, ce sera, dans les années qui viennent, l'IA, l'intelligence artificielle. Joachim Behr, shalom. Bonjour Olivier. Vous êtes assistant professeur à la faculté biomédicale du Technion et vous dirigez le laboratoire d'intelligence artificielle en médecine. Alors tout un programme, on va bien entendu comprendre dans quelques instants en quoi tout cela consiste, mais je voudrais commencer avec vous et que vous nous expliquiez d'où vous venez. Alors d'où je viens, je suis originaire de Grenoble, puis j'ai ensuite fait ma licence à l'école des mines de Saint-Étienne, après les classes préparatoires. J'ai ensuite continué en Angleterre, où j'ai fait mon master et mon doctorat. Dans l'ingénierie aussi? Dans l'ingénierie aussi, et en me spécialisant là-bas donc en ingénierie médicale, à l'université d'Oxford, donc où j'ai passé 5 ans. Puis j'ai fait mon alia en Israël, à Haïfa, au Technion. J'ai commencé ici en tant que postdoc pendant les premières années, donc chercheur. Puis il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai fondé ce laboratoire d'IA en médecine, intelligence artificielle en médecine, et donc qui s'intéresse au développement d'algorithmes dits intelligents pour la médecine, pour le monde médical. On va commencer d'abord par l'intelligence artificielle. En quoi ça consiste? Comment on peut le définir? Oui, une définition c'est générique, c'est compliqué, mais disons que nous créons des algorithmes qui apprennent de données. C'est-à-dire que nous, comme on donne de l'essence à une voiture, nous, on donne des données médicales à nos algorithmes pour qu'ils apprennent. Ils viennent du monde entier, d'études qui ont été faites, de recherches qui ont été faites? Alors, des données de type d'image médicale ou de signaux physiologiques médicaux, donc comme l'électrocardiogramme, l'activité cardiaque. Alors, la provenance de ces données spécifiques varie. On a des données qui viennent du Brésil, des données qui viennent de France, des données qui viennent d'Israël, bien sûr, des États-Unis, beaucoup, de Belgique, donc vraiment d'Espagne. Donc ça varie vraiment selon l'étude qu'on fait, les collaborations qu'on a, qui a accès à ces données et veut bien les partager. Aujourd'hui, les données médicales représentent un challenge à 2 facettes. La première étant légale, partage de données donc de santé. La deuxième facette étant économique. Au sens où bien un jour, les hôpitaux se sont réveillés et se sont aperçus qu'ils étaient assis sur une mine d'or, puisque ces data, de la même manière, encore une fois, pour reprendre mon analogie de l'essence, du pétrole, donc maintenant, représente une certaine essence et pétrole dont on a besoin pour travailler et élaborer ce type d'algorithme. Alors vous recevez toutes ces données du monde entier, comme tu nous l'as dit. Et qu'est-ce que vous faites avec? On passe un certain temps à les, entre guillemets, à les structurer, enlever les bruits, les données anormales ou les enregistrements qui n'ont pas fonctionné. Donc, il y a toute une phase de préparation. Et puis ensuite, on les utilise pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, il y a très différents types d'algorithmes et bien voir à quel point on arrive à diagnostiquer. Donc on s'intéresse surtout au diagnostic dans le laboratoire. C'est-à-dire le but, c'est après d'arriver à des conclusions pour le diagnostic d'une maladie. Comment arriver à analyser de longues données, par exemple des données qui font plusieurs jours d'enregistrement, et à identifier les périodes de temps où il y a des anormalités cardiaques, par exemple, et donc ensuite montrer ça aux médecins. Un humain ou un technicien ou un médecin ne pourrait passer des heures à regarder donc, ces données qui peuvent être longitudinales sur plusieurs jours. Donc on a besoin d'automatiser tout ça. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle de wearables, de capteurs biométriques portables aujourd'hui, qui peuvent enregistrer ce type de données continues, mais bien sûr, on n'imagine pas qu'on aura derrière nos ordinateurs une armée de médecins qui regardent toutes ces données qui sont streamées en continu. Donc il faut un support algorithmique qui permette une première analyse et de montrer à l'expert uniquement le digest de ce qui est potentiellement cliniquement intéressant. Au Technion, dans le laboratoire que vous dirigez, vous vous êtes intéressé à 2 secteurs. D'abord celui de l'œil et celui du sommeil. Alors pourquoi d'abord avoir choisi ces 2 secteurs? Il y a des considérations historiques et puis des considérations d'intérêt personnel et puis des considérations
économique, puisqu'on suit aussi en partie les projets où on peut trouver du financement. Le sommeil, c'est le projet le plus historique et on s'intéresse à l'étude de maladies pendant le sommeil. Les maladies du sommeil, bien entendu, la plus connue, c'est l'apnée obstructive, il y en a d'autres, mais plus loin que les maladies du sommeil, d'autres maladies, telles que les maladies cardiaques. Conceptuellement, quelle est l'idée générale? Quand on a un problème de santé, qu'on veut faire un examen médical, on y va pendant qu'on est réveillé. On prend sa voiture, on va à l'hôpital ou chez son médecin, on fait un examen, puis on reçoit après quelques jours les résultats. Maintenant, comment ces maladies s'expriment pendant le sommeil est très méconnu. On passe un tiers du temps, les humains, à dormir à peu près pendant notre vie. Donc est-ce qu'on aurait pendant cette fenêtre de 6-7 heures un potentiel de diagnostic et de suivi de ces patients pour des maladies du sommeil et plus loin, autres, respiratoires, cardiaques. Et donc on s'intéresse en particulier aux maladies cardiaques et respiratoires, qui est la BPCO en français, mais en les regardant pendant le sommeil, ce qui n'est pas l'usage. Ça, c'est pour le sommeil. Et pour l'œil, pourquoi vous avez choisi cette partie du corps? À part l'aspect ophtalmologique classique qui est fascinant en lui-même, l'œil représente aussi le seul endroit, entre guillemets, ouvert du corps, c'est-à-dire le seul endroit où on peut accéder à la vasculature, c'est-à-dire aux vénioles et aux artérioles, donc les petites veines et les petites artères. Donc c'est le seul endroit du corps où on peut y accéder de manière non invasive ou sans utiliser des imageries médicales, des techniques d'imagerie médicale importantes. Et donc, éventuellement, étudier la structure de ce réseau d'artères et de veines. Et ça représente un intérêt pour nous très intéressant clinique, puisque potentiellement, si on arrive à montrer une association entre cette structure, le changement de cette structure et certaines maladies cardiaques, alors on pourra éventuellement créer des algorithmes de dépistage ou même de diagnostic de maladies cardiaques en regardant les gens dans les yeux. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé à certaines conclusions? Alors, on commence. Ce projet, il a 1 an, donc c'est le plus récent. Mais effectivement, on a déjà développé des outils pour segmenter donc, ces vaisseaux et caractériser leur structure. Maintenant, on rentre dans la phase où on va s'intéresser à certaines maladies spécifiques et donc voir comment cette structure change au travers des maladies. Alors, ce qui est de très intéressant, comme avec vous et comme avec, je suppose, une partie des étudiants qui sont ici, ce n'est pas des étudiants qui ont étudié particulièrement la médecine. On va dire que les étudiants du labo, il y en a à peu près une dizaine en master et doctorat, se divisent en 2 groupes. Un premier qui ont étudié dans notre faculté, donc qui a un background d'ingénierie et médicale déjà, et d'autres effectivement qui viennent d'autres facultés comme le génie électronique et la faculté d'informatique du Technion. Ils apprennent au travers de leur master et de leur doctorat l'aspect plus médical. Effectivement, il y a des profils différents d'étudiants et complémentaires et enrichissants de plusieurs facultés. Puisqu'au bout du compte, la vocation de notre faculté, c'est bien d'appliquer les techniques d'ingénierie au monde médical. Alors justement, ce que vous aspirez en fin de compte, c'est d'essayer qu'un ordinateur ou cette intelligence artificielle remplace un docteur? Pour donner un exemple plus réel, dans les années, je pense, 60 ou 70, les premiers appareils d'électrocardiogramme ont apparu, que le CG pour enregistrer l'activité cardiaque. Bon. À ce moment-là, il y avait le choix entre aller chez un docteur qui avait cette nouvelle technique et puis aller chez un docteur qui utilisait les outils précédents. Alors, bien entendu, il est devenu évident qu'il valait mieux aller chez le docteur qui avait ces nouveaux outils, puisque ça lui permettait de prendre de meilleures décisions. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que l'innovation n'est plus, entre guillemets, au niveau du hardware. Il y a beaucoup d'innovation, en tout cas au niveau algorithmique, de l'IA. Cette IA, je pense, doit être vue comme un outil puissant, supplémentaire, qui va ajouter aux capacités des médecins. Et éventuellement, oui, le métier des médecins va changer. Selon les domaines, peut-être de manière mineure ou de manière majeure, mais comme il a déjà changé par le passé. C'est une évolution continue et aujourd'hui, l'une des révolutions principales, je le crois, ce sera, dans les années qui viennent,
l'IA, l'intelligence artificielle. Ça va permettre peut-être à des populations qui n'ont pas accès à des spécialistes, peut-être justement à aider aux docteurs qui sont dans des régions peut-être un peu éloignées ou qui n'ont pas accès à ces spécialistes, de prendre ces décisions justement d'une manière plus réfléchie. Exactement. L'idée étant que si on arrive à créer un algorithme suffisamment puissant, eh bien, il puisse donner un support qui est limité des fois ou qui n'existe pas. Dans des déserts, ce qu'on appelle les déserts médicaux en France, ou dans les pays en voie de développement qui n'ont pas cette expertise sur place. Donc effectivement, selon le type de pays, d'économie, de développement, l'intérêt peut être légèrement différent, mais oui, c'est effectivement d'apporter une expertise importante dans des endroits où elle manque. Où se trouve Israël dans cette course, on va dire, parce que ça a l'air vraiment d'être une course. En tout cas, dans l'intelligence artificielle, de manière générale, l'année dernière, le Technion avait obtenu la première place en Europe. Donc on se situe bien, c'est une place qu'il nous faut conserver, c'est pas facile, mais on y travaille. Et en IA en médecine, on se développe de plus en plus, en particulier grâce à l'investissement du gouvernement sur ce secteur, qui, je le ressens, est de plus en plus important, et aussi de nos centres médicaux qui commencent à développer leur structure pour partager les données médicales et donc permettre à plus de recherche d'être créée. Donc ça évolue tous les jours de manière positive. Ça a mis un peu de temps à démarrer, mais on a en Israël un potentiel de données très important, non pas en quantité, mais en termes de qualité, puisque la structure du système médical israélien fait que comme les gens sont associés à ce qu'on appelle une coupatrolim, une caisse médicale, ces coupatrolim ont effectivement un suivi du patient sur toute sa vie. Donc si on a des données patients, des enregistrements de scanners ou d'IRM ou autres, et on peut associer ça éventuellement à ce qui est arrivé aux patients plus tard. Pour terminer, Joachim, alors vous nous l'expliquez très bien, c'est un travail de fourmi ce que vous faites vraiment avec toutes ces recherches, toutes ces données. À quel moment vous pourrez dire « j'ai réussi ma mission » ? Pour moi, il y a deux réponses possibles à cette question. La première, c'est au niveau clinique, bien entendu, c'est-à-dire arriver à introduire notre développement à l'hôpital et de voir que ça marche et que ça aide les patients et que ça change la pratique clinique. Donc ça, c'est vraiment un moment, je dirais, voilà. Et le deuxième, c'est au niveau plus de sciences basiques, entre guillemets, puisqu'on utilise aussi tous ces outils pour la recherche pure, c'est-à-dire comprendre mieux comment les maladies se développent, l'étiologie donc des maladies, la physiologie humaine, et donc en termes aussi de compréhension pure du scientifique et médical, c'est aussi pour moi un critère de satisfaction et de succès en soi. Merci beaucoup. Merci Olivier.